Ok, alors, la dernière fois, on avait à nouveau parlé des forces, et il est peut-être temps qu'on aille un peu plus loin que les forces, même si tout s'appuie sur la fameuse loi, en tout cas physique classique, sur la fameuse loi de Newton que je réécris, F égale, donc la force égale la masse fois l'accélération. Donc, on avait évoqué plusieurs types de forces, en fait, la dernière fois. Des forces qui seraient fondamentales, et puis des forces plus effectives qui se manifestent à grande échelle, qui impliquent beaucoup de constituants et qui sont en quelque sorte la résultante de toutes les forces qui se produisent à l'échelle élémentaire, entre constituants élémentaires. Soit dit en passant, l'idée que les forces agissent à une échelle élémentaire, enfin, l'idée même d'une échelle élémentaire, c'est quelque chose qui est intéressant en soi, qui ne va pas a priori de soi, c'est-à-dire l'idée que cette craie qui interagit avec cette table, manifestement il y a une force qui se manifeste de la table vers la craie, puisqu'elle vient s'opposer au poids de la craie qui la ferait tomber, s'il n'y avait pas la table. L'idée que cette force est en fait la résultante d'interactions qui ont lieu entre les constituants de la craie et les constituants de la table, plutôt que quelque chose qui émerge parce que la craie est une craie et parce que la table est une table, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Néanmoins, c'est effectivement l'idée qu'on a. En tout cas on le pense, on a raison de penser ça, mais on a des arguments pour ça. C'est-à-dire, par exemple, si je casse la craie en deux, je vois bien que le même type de force s'exerce, chaque moitié de craie est empêchée de tomber, donc ce n'était pas le fait que la craie soit une craie globale et cette craie-là en particulier qui a quelque chose à voir avec la réaction que la table oppose à sa traversée, en l'occurrence. On avait parlé de cette réaction qui empêche les deux corps de s'interpénétrer. Par ailleurs, il y a aussi la question du poids lui-même. J'ai dit 1000 fois, et on me dit tous, et on le sait tous, voilà, j'ai un corps, un certain corps, je dis que j'ai un corps de masse M, et ce corps subit une force de pesanteur, donc on sait maintenant que c'est lié à l'attraction de la Terre, et puis on dit, voilà, elle s'exerce vers le bas, et j'applique cette force, enfin voilà, donc je la représente par un vecteur, parce qu'elle a une direction, elle a aussi une certaine intensité, donc je peux faire un vecteur plus ou moins long pour représenter une plus grande intensité, c'est une convention, mais enfin c'est une convention naturelle, donc je représente le poids, j'ai dit que ce poids était proportionnel à la masse, en quelque sorte par définition, la masse gravitationnelle ici, celle qui est liée justement à la gravitation, fois du coup un certain vecteur, qui est ce qu'il est, alors en fait qui dépend un peu de la position, mais bon, en première approximation sur une zone restreinte, il est ce qu'il est. On le note G, pourquoi pas, G comme gravitation par exemple. On représente ça et on fait comme si effectivement c'est le corps qui a un certain poids. Mais en réalité, chacun de ces constituants, c'est-à-dire si je casse le corps en 1000 morceaux, enfin en N morceaux, chacun va avoir son propre poids. Et du coup, donc on dit il y a le poids du corps, mais en réalité, il y a les poids de chacun des constituants des corps. Et comment l'ensemble de ces poids conduit à une force résultante n'est pas du tout quelque chose de trivial, là, pour le coup. Alors, c'est intéressant, vous qui faites de l'histoire et de la philosophie des sciences, c'est que Galilée se sert de cette idée pour expliquer ou pour comprendre, en fait, que tous les corps doivent chuter de la même manière, indépendamment de leur masse. Parce que
Alors, je n'ai pas forcément en tête très précisément l'argument de Galilée, mais il se ramène à ça, sans doute le connaissez-vous peut-être vous-même. Si vous avez un corps comme ça, qui doit chuter, qui est soumis à son poids, enfin, imaginez que vous considérez deux parties de ce corps, l'une et l'autre. Mettons que c'est un corps homogène, vous le coupez exactement en deux, du coup, là, il y a la masse moitié, et puis là, il y a la masse moitié. Et donc, est-ce qu'on peut considérer qu'en fait, ces deux moitiés de masse sont attirées elles-mêmes, et en fait, chacune tombe indépendamment de l'autre, c'est-à-dire, soyons même encore plus explicites, supposons que je prends deux corps de masse m sur 2, je les relie par un petit fil comme ça. Les deux, enfin, donc, le poids qui s'exerce sur celui-là est indépendant de ce qui se passe sur l'autre, et celui-là aussi. Et donc, chacun va tomber à sa propre vitesse imposée par sa masse, m sur 2, mais du coup, si je considère le système global, donc si chacun tombe à la même vitesse, enfin, en tout cas avec la même accélération, donc à la même vitesse à chaque instant, hein, la vitesse augmente effectivement au cours de la chute, donc chacun a sa propre évolution due à son poids, mais évidemment, si je considère le système composé des deux moitiés, il tombe aussi avec les mêmes vitesses aux mêmes instants, c'est-à-dire il subit la même accélération. Donc en fait, deux corps de m sur 2 et le corps de masse m chute de la même façon. Ça ne peut pas dépendre de la masse, en fait. Ce raisonnement, il est brillant, à mon sens. Il montre qu'effectivement, la chute des corps ne peut pas dépendre de la masse. Alors, vous me direz, oui, mais si ça en dépendait, en fait, du coup, l'argument ne serait pas bon et on trouverait pourquoi il n'est pas bon. Mais, donc, c'est toujours un peu dangereux, ces arguments, mais en l'occurrence, c'est brillant et ça capture l'idée que vous pouvez décomposer le corps en petits bouts ou le considérer ensemble. Ce qui se passe en réalité dans le monde physique ne peut pas dépendre de la façon dont vous subdivisez le corps. Il est ce qu'il est, il chute comme il chute. Donc un corps de masse m chute d'une certaine façon, mais de ce fait-là, chacun de ses constituants chute de la même façon. Et ce que vous appelez constituant, c'est un découpage artificiel. Alors maintenant, on sait se ramener aux atomes. Après, le problème, c'est quand on veut en plus couper les atomes, là, la physique change un peu, enfin, change beaucoup. On arrive dans le domaine quantique, etc. Néanmoins, quand vous considérez le corps en lui-même, et vous vous intéressez à son évolution, à son devenir dans un contexte expérimental donné, avec des forces, etc., vous pouvez le considérer globalement, mais vous pouvez aussi considérer le devenir de chacune de ces parties. Et dans un cas aussi simple que la chute des corps où il n'y a qu'une seule force qui s'applique, le poids, vous voyez qu'en fait, chaque constituant évolue de facto comme le corps global. Et chaque partie du corps global, vous pouvez la découper abstraitement, elle va avoir le même devenir que le corps global en termes, encore une fois, d'accélération et de vitesse. Alors, ceci dit, je dis il n'y a qu'une force qui s'applique, c'est le poids. C'est pas tout à fait vrai, parce que ce corps est un corps solide qui a sa propre cohésion. Ce n'est pas une poudre de points qui sont juste là à peu près ensemble et donc qui évoluent indépendamment les uns des autres. Néanmoins, les uns par rapport aux autres sont liés, mais cette liaison n'implique pas de changement de distance, donc de changement de position relative. Pour un corps solide, on avait défini le corps solide comme justement un corps dont la distance entre deux points quelconques ne varie pas. Donc il y a ces forces, et on a l'impression effectivement, d'ailleurs on le considère intuitivement,
que les parties du corps sont en fait indépendantes les unes des autres, bien qu'il y ait cette cohésion. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et encore une fois, c'est vrai en tout cas en première approximation, si on ne regarde pas trop ce qui se passe à l'échelle microscopique, on a l'impression que ces forces qui s'exercent entre les constituants sont là pour éviter que le corps se disloque si jamais on cherchait à le disloquer, c'est-à-dire ce sont des forces qui vont s'opposer à l'application d'autres forces qui pourraient tendre à modifier les distances, justement, mais que tant qu'on ne cherche pas, enfin, tant qu'il n'y a pas d'autres forces, par exemple, qui cherchent à casser le corps, ben, en fait, ces forces ne sont pas là, ou elles sont inactives. En tout cas, elles n'ont pas d'effet global. C'est-à-dire qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, ce serait la même chose. Et à nouveau, l'expérience de pensée, ou qu'on peut faire en vrai d'ailleurs, consiste à prendre deux corps, deux parties de corps qu'on juxtapose pour... Ah, je voulais amener une balle pour illustrer la chute des corps. Si je prends ces deux craies, que je les juxtapose et que je les lâche, évidemment, elles vont tomber de la même façon que chacune individuellement, précisément parce que là, elles ne sont pas liées. Mais donc, on voit bien qu'elles soient liées ou pas, c'est-à-dire si je mets de la colle là, entre les deux et que maintenant elles sont liées, ben, ça ne change rien, en fait, elles vont toutes tomber exactement comme avant. Donc, ces liens internes, d'une certaine façon, on sent, et l'expérience le montre, qu'ils n'ont pas d'incidence sur la chute des corps. Par contre, évidemment, si je cherche à séparer les deux craies, s'ils sont liés, je vais avoir du mal. Donc, il y a l'idée qu'il y a des forces qui peuvent être là, mais pas vraiment actives ou sans incidence. Et donc, là, depuis le début, je tourne autour de l'idée autour de la question, qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs forces, on l'avait déjà évoqué, plusieurs forces qui s'appliquent sur un corps, et qu'est-ce qui se passe quand le corps est étendu et qu'en fait, il y a des forces qui s'appliquent indifféremment sur des constituants du corps, comme le cas du poids. Encore une fois, on dit la craie a une certaine masse, mais ce n'est pas sa masse, c'est la masse de ses constituants. Alors, est-ce que la masse de la craie, c'est la somme de la masse de ses constituants? On y reviendra. En tout cas, il y a la masse... oui, donc la craie a une certaine masse, elle subit une certaine force, mais chacun de ses constituants, enfin, si je la coupe en 12 morceaux, les 12 morceaux ont une certaine masse et subissent une certaine force. Comment ça se combine tout ça? Ce n'est pas tout à fait immédiat, ce n'est pas tout à fait évident, mais on avait parlé de cette addition vectorielle des forces, vous vous rappelez, qui est une propriété fondamentale, qui n'est pas forcément facile à justifier. On le fera un petit peu en passant par l'énergie, mais dans la mesure où la force est associée à une modification du mouvement, vous vous rappelez, alors une modification de la vitesse, je vais mettre de l'état de mouvement, c'est un mot qu'on n'emploie plus trop, mais je pense qu'on trouve ça beaucoup chez Einstein. Je ne suis pas très fort en histoire des sciences, mais l'état de mouvement, en fait, c'est sa vitesse, quoi. Son état de mouvement, c'est dans quelle direction il est en mouvement, toujours par rapport à quelque chose, sinon ça ne veut rien dire, et à quel taux, à quelle vitesse, du coup. Donc s'il y a une modification de l'état de mouvement, et l'état de mouvement, enfin le mouvement, précisément, lui se fait dans un espace, donc il a une certaine direction, effectivement, une certaine vitesse. Et on a vu comment combiner des directions, c'est-à-dire si je me déplace dans cette direction, on va dire parallèlement au bas du tableau, et dans cette direction, donc là je vais avoir, disons, une certaine vitesse que je vais appeler V horizontale,
et ici une certaine vitesse que je vais appeler V verticale, dire je me déplace selon cette direction avec cette vitesse et selon cette direction à cette vitesse, dans le langage commun, ça voudrait dire, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire que je me déplace à cette vitesse par là? Ça veut dire, par exemple, si je prends une référence ici, ce bord du tableau, ça veut dire que je m'éloigne de ce bord de tableau à telle vitesse. Ça, c'est une phrase en français qui ne nécessite pas d'introduire un formalisme mathématique. Je peux dire, je m'éloigne de ça, de cette direction à une certaine vitesse. Et je peux dire aussi, je m'éloigne de ce bord-là dans cette direction, enfin, donc je m'éloigne du bord. Évidemment, si je vais par là, je m'éloigne aussi du bord. Mais finalement, la question, c'est à quel taux croît ma distance au bord. C'est-à-dire, si je vais par là, ma distance au bord augmente aussi, à chaque instant. Eh bien, justement, si je dis, je m'éloigne de ce bord-là à raison de 2 mètres par seconde, et je m'éloigne de ce bord-là à raison de 3 mètres par seconde, quel est mon mouvement? Eh bien, justement, ça va être, donc, si je, alors, donc, j'ai dit 2 mètres par seconde par là. On va dire que ça, c'est 1, et que du coup, ça, c'est 2. Enfin, mètres par seconde, je représente, c'est pas des mètres, c'est des mètres par seconde, mais je le représente par une longueur. Donc là, ça serait 3, voilà. Eh bien, en fait, si je m'éloigne de ce bord à 2 mètres par seconde et je m'éloigne de ce bord à 3 mètres par seconde, en fait, je fais exactement, j'ai cette trajectoire-là. Il est peu probable que ma droite soit une droite, mais bon. Quand je parcours cette droite avec une vitesse qui correspondrait à ça, c'est-à-dire la somme des deux vecteurs, si je fais ça, c'est-à-dire chaque seconde, tac, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, il est vrai que je m'éloigne de ce bord-là à raison de 3 mètres chaque seconde et de ce bord-là à raison de 2 mètres par seconde. Donc, le « et » dans la composition des mouvements se traduit bien par un plus entre les vecteurs, c'est-à-dire le vecteur que j'ai, c'est V1 plus V2 avec cette addition qui est celle qu'on avait définie l'autre fois, qui, vous vous rappelez, qui géométriquement revient à mettre un vecteur au bout de l'autre, les mettre bout à bout, et que je fasse le premier plus le deuxième ou le deuxième plus le premier, c'est pareil. Ou algébriquement, une fois que j'ai attribué des coordonnées dans un certain système à ces vecteurs, ça revient à additionner les composantes des vecteurs, vous vous rappelez ça. Donc cette composition des mouvements qui est naturelle, du coup, se traduit en composition des forces, des vitesses, via cette addition. Ces compositions de vitesses à nouveau, se traduit en fait par la composition des forces de la même façon, puisque la force, c'est la variation de vitesse. Donc si je modifie la vitesse, si je modifie cette vitesse-là et l'autre, eh bien évidemment, je vais modifier la somme comme la somme des modifications. D'accord ? Et du coup, si cette modification de vitesse pendant un temps donné est associée à la force F1, et ça, c'est associé à la force F2, eh bien, ceci sera associé à une force qui n'est rien d'autre que la somme des deux, justement. Pardon, c'est plus joli là, mais on ne voit plus rien, mais vous voyez l'idée. Donc, on retrouve de cette façon, et on le verra tout à l'heure via l'énergie, mais on retrouve cette idée qu'effectivement, composer dans la mesure où on associe la force à une modification du mouvement, composer
composé des forces est forcément lié à une composition des mouvements qu'induirait chacune des forces individuellement. Et il y a cet aspect de linéarité dans le monde. Hein, j'ai déjà parlé de ce mot et j'insiste à nouveau parce qu'on verra que c'est vraiment le cœur de la physique quantique. Il y a l'idée qu'effectivement, on peut faire quelque chose et quelque chose d'autre, et que ça se traduit dans ce formalisme mathématiquement par quelque chose plus quelque chose. Alors, quel est le lien entre ce et ce plus? Est-ce que ce plus est uniquement une formalisation du et? Est-ce qu'il y aurait d'autres façons de formaliser un et? Alors, en théorie des probabilités, on sait que le et, quand vous avez deux conditions, vous allez multiplier les probabilités correspondantes. Par exemple, on va dire, je sais pas, vous avez 10% de la population qui est blonde, d'accord? 10% des gens sont blonds. C'est complètement faux, j'en sais rien, peu importe. Donc j'ai un facteur 1/10, 0,1, de gens qui sont blonds. Et puis, vous avez 5%, on va dire 20%, j'en sais rien, de gens qui ont les yeux bleus. Alors c'est souvent lié, il y a souvent un lien entre blond et yeux bleus, je vais prendre un autre truc, qui ont des chaussettes vertes, à un moment donné. 20% de gens ont des chaussettes vertes. Voilà. Donc 2 sur 10, 0,2. Quand vous prenez quelqu'un au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit blond? Eh bien, 1 sur 10. Quelle est la probabilité qu'il ait des chaussettes vertes? Eh bien, 1 sur 5, 2 sur 10. Quelle est la probabilité qu'il soit blond et qu'il ait des chaussettes vertes? Eh bien, vous faites le produit. 0,02. Donc, ce « et » qui représente une condition, en fait, se traduit ici par une multiplication. Bon, c'est une évidence et je ne veux pas aller trop loin dedans, mais juste pour attirer votre attention sur le fait que c'est pas parce qu'on dit 2 et 2 font 4 et que le « et » c'est un plus, effectivement en arithmétique c'est comme ça que notre langage le dit, c'est pas parce que « et » se traduit souvent par un plus, qui se traduit toujours par un plus, et que, enfin, donc il y a des choses à creuser là, que je crois d'ailleurs extrêmement profondes en vérité. J'ai posé la question plusieurs fois à des mathématiciens et pour savoir exactement justement est-ce qu'on est capable de formaliser de façon plus générale ces et, enfin disons de représenter différemment la notion de et, mais bon, j'ai jamais eu de réponse correspondant à ce que je cherchais, mais c'est sans doute normal parce qu'effectivement le mot « et » dans le langage commun, justement, on peut recouvrir des situations où on a un plus, des situations où on a un fois. Bon, tout ça pour dire que dans cette composition des mouvements, se déplacer à un certain taux dans une direction et se déplacer à un certain taux dans une autre direction se traduit effectivement par une addition et que du coup ça se reporte sur les vitesses et que en fait, en tout cas, il y a une cohérence interne à dire que quand vous avez deux forces qui agissent, le mouvement qui s'ensuit, c'est la combinaison des deux mouvements qui s'ensuivraient séparément pour chaque force, combinaison qui se ferait par une simple addition, une combinaison linéaire, comme on l'a dit, une combinaison de vecteurs comme ça. En tout cas, c'est un fait. Et c'est le cas. Bon, voilà, j'essaie de vous donner un contexte aussi pour que vous réfléchissiez par vous-même, parce que je crois qu'il y a quelque chose là d'extrêmement profond en réalité. Bon, qu'à cela ne tienne, donc on a cette addition. Donc ça, c'est un corps soumis à plusieurs forces. L'autre aspect de la question que j'ai abordé, c'est quand vous avez un corps soumis à plusieurs forces, mais des forces s'appliquant en différents points, c'est-à-dire sur ces différents constituants. Comment gérer ça?
Dans le cas du poids, on a cette intuition que le poids de la composition de deux parties de corps, bah, c'est la somme des poids des deux corps, très bien, mais il y a la question subsidiaire du point d'application de la force. Alors, je ne sais pas si on le voit là dans le... Ouais. Mais moi j'ai une question. Ouais, ah oui. Et du coup, ça suppose que les corps soient homogènes, parce que s'ils étaient hétérogènes, ça marche. Alors, vous allez exactement là où je veux en venir. S'il était hétérogène, ça ne marcherait pas. Bah, ça serait différent, quoi. Ce serait, ouais. Alors, ce qui est intéressant... Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez en tête, par exemple, comme exemple? Je ne pensais pas forcément à un corps qu'on divise, mais par exemple, si on prend... je pensais aux balles anti-stress. Ouais. Il y a un gel à l'intérieur. Ouais. Et il y a cette surface continue qui entoure le gel. Du coup, là, il y a deux substances qui forment un même corps, Ouais. mais dont la densité varie. Du coup, je me dis qu'il y a différentes forces aussi qui s'appliquent. En interne. Ouais. Ouais, néanmoins, si vous la lâchez, cette balle composite, elle tombe d'un bloc. Elle tombe d'un bloc justement parce qu'en fait, enfin, tout se passe comme si chaque constituant, en fait, tombait comme il doit tomber, indépendamment des autres. On revient à cet argument de Galilée. Chaque moitié de corps tombe selon ce qu'elle est. Et du coup, justement, cette chute ne dépend pas de la nature, de la position du corps. Néanmoins, vous avez une idée effectivement que c'est pas pareil d'avoir un corps, on va prendre un cas simple, d'un corps où là il y a beaucoup de matière et là peu, c'est-à-dire plus dense, moins dense, pour être un peu plus précis. Si je lâche ce corps, il va tomber comme ça, d'un bloc, peu importe que ce soit plus dense là que là. Pourquoi? Parce que justement, la chute des corps ne dépend pas de la masse, c'est-à-dire, si je considère les deux parties, là je vais avoir une grande masse et une grande force, je vais mettre un F majuscule, et puis là, une petite masse et une petite force, mais du coup, il y a une plus grande force sur cette partie du corps, oui, mais il résiste plus au mouvement parce que la masse inertielle étant égale à la masse gravitationnelle, en fait, par contre, l'accélération est la même, ce qu'on avait vu. Et donc, ça chute quand même. C'était ça l'argument. Enfin, ça chute de la même façon. Néanmoins, on voit que ça, c'est une particularité du poids. Et donc, c'est vraiment ce principe d'équivalence que la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle. Pour d'autres forces, ce ne serait pas le cas. Et par exemple, donc, si... Alors... Voilà un corps qui n'est pas homogène, mais qui a une invariance par translation, comme ça. Si je le pose là, ça résiste. Enfin, la table s'oppose au poids. Si je le pose là, aussi. Pourtant, cette partie de corps là, si je les découpe, cette partie de corps, elle devrait tomber. Pourquoi elle ne tombe pas là en fait? Alors là, on voit que les forces de cohésion interne jouent là pour le coup. Parce que sinon, ça tomberait. Si vraiment je les découpe, autant l'argument, c'est si je coupe le corps en deux, il chute pareil, c'est vrai. Mais là, si je le coupe en deux et que je fais ça, cette partie, elle va tomber, cette partie, elle va rester. Donc, cette force, la force de la table que la table exerce sur
l'effaceur, là. Est-ce qu'elle s'exerce sur ce bout-là? Indirectement, elle ne peut pas s'exercer là, il n'y a même pas de contact. Elle s'exerce là et après ça se transmet par des forces internes, par des forces de cohésion. Là, on comprend que la situation est un peu plus difficile. Et maintenant, si je fais ça, et alors pourquoi? Parce que là, la table est parfaitement capable d'empêcher la chute du corps, et là, elle ne l'est plus. Parce que la force gravitationnelle, elle s'applique à plus de composants du corps que la force gravitationnelle. La force gravitationnelle s'applique, oui, s'applique à plus de composants du corps, oui, que les composants auxquels s'applique la... Très bien, exact. Et maintenant... Là, c'est comme si... Alors, je ne sais pas comment... Soit on considère qu'il y a un même corps qui se compose de votre téléphone et de l'épaisseur. Ouais. Alors, il y a plus de composants auxquels s'applique la force de la table que de composants de l'épaisseur auxquels s'applique. Ouais, ok. Mais si on considère que c'est deux corps distincts, c'est parce que les composants qui sont sur la table subissent deux forces, celui du poids du téléphone et celui de la table. Alors vous avez dit beaucoup de choses justes. Effectivement, le fait d'avoir mis ce téléphone au-dessus de l'effaceur là fait que vous avez dit les points là qui sont au-dessus de la table, oui, subissent plus de force. C'est ça? Parce que subissent le poids du téléphone plus la résistance de la table. Alors que les autres composants, bien que plus nombreux, n'en subissent qu'une qui est la gravitation inférieure au poids du téléphone. Oui, mais pourquoi la force? Donc effectivement, il y a le poids du téléphone en plus. Donc c'est comme si j'appuyais là, effectivement. D'ailleurs, je peux le faire comme ça, voilà. J'appuie là et ça ne tombe plus. Mais il y a toujours le même nombre de points ici, enfin il y a toujours la même surface sur laquelle s'exerce la réaction du support en fait. Alors du coup, qu'est-ce que ça change en fait? Je vais remettre ça. Si je le retire, ça bascule. Si je le mets, ça ne bascule pas, mais pourtant il y a toujours la... Parce que vous raisonniez en nombre de points, en nombre de points, là il y a plus de points sur lesquels il n'y a pas de réaction que là. Mais là, il y a toujours le même nombre de points. Mais il y a plus de poids, effectivement. Alors, quelle notion peut sortir de là? En fait, qu'est-ce qui... je vais faire une petite expérience. Je vais poser une devinette. Merde. Vous savez pas ce qu'il y a dans la boîte? Pas encore en tout cas. Qu'est-ce qui va pas là? Ah oui, d'accord. Non. Je comprends pas tout, c'est pas grave. Voilà. Je fais ça. Ça. Là, vous pouvez dire des choses, là. Là, vous pouvez dire des choses. Inversement, boum. Vous en déduisez quoi? Donc il y a une densité différente. Ouais. Vous en déduisez que il y a plus de masse là. Bon.
pourrait dire d'autre? Vous déduisez qu'il y a plus de masse. Mais qu'est-ce que ça change? En fait, ce qu'on voit, c'est que... je vais faire une autre chose. Il y a une autre façon de voir qu'il y a plus de masse. Si je fais... J'ai ce corps-là. D'abord, je vais commencer avec ça. J'ai ce corps. Je le pousse. Il recule. Si je le pousse là, si je le pousse là, j'ai appliqué la même force. J'ai appliqué la même force, mais je ne l'ai pas appliquée au même endroit. Ça, c'est important. Et là, si je l'applique là, je vais l'appliquer là, là. Là, de ça aussi, vous pouvez déduire. Si je fais ça, en fait, si je l'applique au milieu et qu'il tourne, vous en déduisez qu'il y a plus de masse là que là. Ou de façon équivalente, si j'applique la force là, là, là. Bon, il a tourné un peu. Voilà, si je l'applique là, c'est-à-dire beaucoup plus près de ce bord-là que de ce bord-là, et qui ne tourne pas, vous en déduisez aussi qu'il y a plus de masse là, non? C'est naturel. Donc, il y a une question du point d'application de la force. On va y venir, mais regardons déjà pour le poids. Quand je dis... Donc, si j'ai un corps homogène, je vais dire le poids étire le corps. Et... Non. Ouais. En réalité, encore une fois, ce qui se passe, c'est que j'ai plein de petits poids qui s'exercent sur chacun des constituants. Après, j'ai des forces internes, j'y reviens après, mais qui ont l'air de ne pas avoir d'incidence. Ça empêche le corps de se disloquer si je veux le disloquer, mais sinon, de toute façon, elles sont en quelque sorte inopérantes pour la chute du corps. Dans le cas ici où c'est beaucoup plus dense là que là, j'ai aussi le poids plein de petits poids sur chacun des constituants. Simplement, du coup, disons, supposons que c'est les mêmes constituants et qu'il y en a effectivement plus là que là, je vais avoir plus de petits poids ici, de petites forces que là. La somme vectorielle de toutes ces forces reste la même. La somme vectorielle de toutes ces forces, oui, reste la même quelle que soit la répartition des corps. Parce que chaque force est vers le bas. Si je fais la somme de toutes ces forces vers le bas, ça va donner la même chose. Mais effectivement, ça ne va pas être tout à fait pareil. C'est-à-dire que, s'il n'y a pas de support, ok, elle tombe. Maintenant, si je mets un support, si je mets le support là, ça va basculer, on le sait, et on peut le faire, ça va basculer. Si je mets le support là, ça ne va pas basculer. Donc, bonjour. Est-ce que il n'y a pas une notion que vous connaissez et que vous aimeriez... Alors, notion d'équilibre, oui. Mais qu'est-ce qui joue là? Et qu'est-ce qui joue ici? Qu'est-ce qui joue dans le fait que là, ça ne tombe pas? Et si je fais pareil, ça tombe. Je suis sûr que c'est une notion que vous connaissez. Je note équilibre, parce qu'on va y revenir. Qu'est-ce que vous entendez par notion? Un mot, ou enfin, en l'occurrence 3 mots.
Je sais pas, vous... Pourquoi là ça tombe pas? Voilà, pourquoi ça tombe pas? Pourquoi là ça tombe pas? Pourquoi ça tombe pas? Vous avez dit oui, il y a plus de points là et là. C'est pas une notion que, je sais pas. Si vous parlez comme ça, presque du langage courant, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que ça change en fait? Si vous avez un corps effectivement très massif là comme ça, et d'ailleurs, vous guidez à nouveau vers cette notion. Supposons qu'on a un corps effectivement homogène. Et on le met, enfin exactement ce que je fais là, on le met sur une table, un support, ça, voilà, ça. Jusqu'où je peux le pousser sans qu'il bascule? Jusqu'à la moitié. Mais s'il est plus dense là, que je modélise comme ça, jusqu'où je peux le pousser? Ouais. Jusqu'à la moitié de la partie qui compose avec l'autre corps. Jusqu'à la moitié de la partie qu'il compose. Ouais, si là je mets du plomb, plutôt que cette horrible pochette. C'est le centre de gravité que vous cherchez? Yes. Yes. Centre de gravité. Vous avez entendu parler de ça? Centre de gravité, ça dit centre, mais de gravité, c'est-à-dire, si c'est homogène, je peux aller jusqu'au milieu, vous l'avez dit, évidemment, c'est très intuitif, jusqu'au centre, parce qu'il y a autant d'un côté que de l'autre. Et si je mets plus de masse, là, je peux aller plus loin. En fait, ce qui compte, et vous étiez là sur la voie, j'ai l'impression, ce qui compte, c'est qu'il y ait autant de masse à droite qu'à gauche, en fait. Et le centre de gravité, c'est justement... Alors, en fait, il y a deux notions, mais qui se trouvent coïncider. Il y a la notion de centre de gravité. Et il y a la notion, un peu moins commune, sauf quand on fait de la physique, mais de centre de masse. Vous avez entendu ça, le centre de masse? Ça vous parle? Vous, oui? Vous, non. Hein? Ouais, donc mais tout le monde a entendu parler du centre de gravité. D'ailleurs, quand on a un centre de gravité bas, on est plus stable. Hein? C'est la même idée. C'est-à-dire que si on vient me pousser, là, je vais basculer plus facilement. Si je suis comme ça et qu'on vient me pousser, je vais pouvoir mieux lutter. Bon, ces deux choses sont liées. En fait, ces deux notions coïncident. Pour voir pourquoi le centre de gravité est le centre de masse, en fait, la notion première sous-jacente, c'est le centre de masse au sens où c'est justement le milieu des masses. Quand je disais ici, donc là, vous avez tous dit, on peut aller jusqu'au milieu. Et le milieu, ça veut dire qu'il y en a autant à droite qu'à gauche. Et si je fais ça, je peux aller plus loin parce qu'il y a plus là, il y a plus de masse justement. Et en fait, je peux aller jusqu'au point où il y a autant de masse à gauche que de masse à droite. Donc je suis bien au milieu des masses. Donc c'est le milieu du corps, mais enfin c'est le milieu de tous les constituants du corps, mais chacun affecté de sa masse, affecté d'un coefficient qui est sa masse. Comme vous faites une moyenne de notes dans un semestre, ils n'ont pas toutes le même coefficient, donc vous faites la somme de chaque note multipliée par son coefficient. Et puis après, vous divisez par le nombre de notes et vous avez la moyenne. Mais là, c'est pareil, vous avez la moyenne des masses. Où se trouve la masse moyenne? Elle est un peu plus par là, en fait. Donc, dans cette direction-là, c'est le point tel qu'il est... c'est la ligne telle qu'il y a autant de masse à droite que de masse à gauche. Mais par ailleurs,
je pourrais aussi mettre encore plus dense ici. Et du coup, dans cette direction-là, je pourrais avoir autant de masse au-dessus que de masse en dessous. Et puis dans la troisième direction, il y a un point où il y a autant de masse dans toutes les directions, d'un côté ou de l'autre. Comment on obtient cette position, ce centre de masse, qui est une notion extrêmement importante, en fait, pour la mécanique des corps solides. Pour les corps, enfin pour les fluides, etc., c'est une notion qui est beaucoup moins pertinente, justement parce que les mouvements peuvent être indépendants les uns des autres. Ce qu'on a vu très vite aujourd'hui, c'est que la cohésion du corps est importante. Mais, donc, pour un corps qui a cette cohésion, c'est-à-dire que bouger un bout ferait bouger l'autre, il y a cette notion de centre de masse est importante. Alors, comment on l'exprime mathématiquement? Eh bien, si vous prenez... alors, il y a deux façons qui sont équivalentes, par laquelle je commence. Je vais commencer par peut-être la plus naturelle en termes de moyenne. Je prends une origine quelque part, O, dans un certain référentiel, et puis chaque point du corps, je le représente par sa position. R, alors j'ai le point 1, direction, position R1. D'accord, vecteur position. Le point 2, il a la position R2. Le point I, il a la position RI. Eh bien, la moyenne des positions, ça va être quoi? Donc le centre géométrique. Moyenne des positions. Le centre géométrique du corps. Comment vous l'obtenez? Eh bien, vous faites la moyenne des positions exactement comme vous faites la moyenne de vos notes. Vous allez avoir la première note, la deuxième note, la troisième note, plus RI, plus Rn, s'il y a n points au total, et puis vous divisez par n. Est-ce que ça vous est intuitif, cette façon de représenter les choses? Enfin, que ce soit ça le résultat, la moyenne de la position. Donc ça, je vais mettre centre géométrique. Si vous aviez deux points, R1 et R2, eh bien R1 plus R2, ou R2 plus R1, ça fait ce vecteur-là, et R1 plus R2, la moitié, donc sur 2, ce serait justement, enfin mon dessin n'est pas formidable, ce serait justement le milieu de R1 et R2. Vous voyez? La même idée, vous rajoutez un autre point et vous faites la même chose. La moyenne des positions, c'est la somme des positions divisée par le nombre qu'il y en a. Alors la somme vectorielle, parce qu'en fait, faites une moyenne sur toutes les directions, si vous passez en coordonnées. Toujours la même somme vectorielle. Ok, ça vous donne le centre géométrique de l'objet. S'il était homogène, ce serait aussi le centre de masse, puisque chaque constituant porte la même masse. Maintenant, si les constituants, c'est-à-dire que les positions des constituants, si les constituants ont une masse différente, il faut prendre en compte le fait qu'un corps plus massif, il va compter plus dans la moyenne des positions, donc dans la moyenne des masses en fait maintenant. Donc ça c'est la moyenne des positions, ça donne le centre géométrique, et la moyenne des masses, ça donne le centre de masse, ce qu'on appelle le centre de masse, qui va s'avérer être le centre de gravité.
donc je note R, centre de masse, non? Géométrique, on pourrait penser que c'est gravité, non, bon, bref, géométrique. Centre de masse, eh bien ça va être R1 plus R2 plus Rn, mais à chaque position, vous allez attribuer un coefficient qui est justement sa masse. Donc c'est M1 R1 plus M2 R2 plus Mn Rn, enfin la somme sur tous les constituants, divisé par la somme des masses totales, par M1 plus M2 plus Mn. C'est comme ça que vous faites quand vous faites une moyenne de notes avec des coefficients différents. Vous attribuez... En fait, une note qui a une coefficient 3, c'est comme si c'était 3 fois la note avec le coefficient 1. Donc dans la somme, elle intervient 3 fois, vous la mettez 3 fois. C'est pareil pour les masses. Si la masse est 2 fois plus grande, c'est comme si vous l'aviez 2 fois en ce point-là, le corps. C'est tout à fait naturel en fait. Vous faites vraiment une moyenne des masses, une moyenne géométrique, donc où se trouve le milieu des masses. Eh bien, il se trouve là. Alors, je ne sais pas si je peux introduire une notation un peu abrégée. Ça, on le note, on peut dire comme ça. Somme sur I, ça vous parle ça, ce somme, vous l'avez déjà vu ça? Vous, oui, mais vous, non? Ce signe-là, somme, si? Vous, moins? Ouais. Donc, somme, c'est un sigma. S, un S majuscule, sigma majuscule, somme sur I des M, I. I, c'est l'indice, c'est l'indice courant. Alors, on pourrait être précis, on peut somme de I égale 1 à N, donc pour toutes les valeurs de I allant de 1 jusqu'à N, c'est une notation mathématique, de MI fois RI, le coefficient fois la position, divisé par la somme pour toutes les constituants des MI. Voilà comment on note cette chose. Tout de suite, on se dit « Oh là là, c'est compliqué ». Enfin, ça veut juste dire, ça veut juste dire ça. Évidemment, quand on n'est pas habitué à l'écriture mathématique, on voit ça sur un livre, on se dit « Oh, c'est du chinois », mais non, c'est juste du français, écrit simplifié. OK. Voilà. Et la somme des MI, on ne fait pas de relativité, donc je mets sous le tapis une petite chose. La somme des masses des constituants, c'est la masse totale du corps, que je peux noter grand M, c'est la masse globale, quoi. D'accord. Alors, il y a une autre caractérisation qui est équivalente, je ne vais peut-être pas la mentionner là, je pense que c'est pas... Si j'en ai besoin plus tard, je le ferai à ce moment-là. Ou bien... Non, c'est pas la peine. Vous n'êtes pas très à l'aise avec les maths, j'ai l'impression, donc non. Ça va quand même? Ça va? Allez, j'essaye alors. Il y a une autre caractérisation. Ah non, je le ferai quand j'en aurai besoin, si j'en ai besoin. Ok, alors, donc ça c'est le centre de masse. Et effectivement, tout se passe comme si, alors il faudra le montrer, peut-être qu'on le fera, tout se passe comme si quand vous avez un corps solide, pas forcément homogène, avec des trous, avec des parties pleines, peu importe. Vous avez un centre géométrique, on s'en fout. Vous avez un centre de masse, on s'en fout pas. Enfin, le centre géométrique non plus, quand on le met dans le... On en parlera après. Vous avez un centre de masse, tiens d'ailleurs, le centre... C'est intéressant. Ah non, bon, j'essaie d'aller trop vite. Tout se passe comme si la somme des masses individuelles des constituants était donc la somme des poids, là, donc il y a P1, P2, sur chacun des constituants, PI, tout le petit poids, et chaque PI c'est MI fois G,
toujours pareil. La résultante de toutes les forces, c'est la somme des forces, et cette résultante, c'est le poids global du corps, qui est la somme sur I, maintenant vous êtes habitué à celui de I égale 1 à N, des MIG, d'accord? Et ça, ça, je ne sais pas si on voit bien le vert, je vais repasser en blanc, somme des MIG, en fait, G étant toujours le même, en fait, donc chaque force est vers le bas, donc toutes les forces, quand vous additionnez les vecteurs, ils gardent tous la même direction, donc vous additionnez simplement les coefficients, et donc ça fait somme sur I des MI fois G. Et ça, justement, c'est la masse globale. Et donc, ça fait mg. Ça, c'est tout à fait fascinant, en fait. C'est que la somme des poids de chacun des constituants, c'est le poids du corps global, et en fait, ce poids a bien la même, le poids du corps global a bien la même expression que les poids des constituants individuels. Donc que le corps soit macroscopique, microscopique, soit des particules élémentaires ou pas, ça ne change rien en fait. Le poids, c'est la masse fois G. Et si les masses s'additionnent, les poids s'additionnent, ou inversement, si les poids s'additionnent, les masses s'additionnent. Donc on reste toujours dans cette addition vectorielle. Donc vous pouvez ramener l'ensemble des forces qui s'appliquent à chacun des constituants à une force qui s'applique au corps global, sachant que c'est un solide et que donc sa cohésion est assurée par des forces internes sur lesquelles on reviendra plus tard, mais qui pour l'instant n'ont pas d'autre rôle que justement d'assurer cette cohérence. Donc l'ensemble des poids individuels se traduit par le poids global du corps, mais reste, et donc c'est pour ça qu'on peut parler du poids d'un corps. Parce qu'en soi, vous voyez qu'il y a un travail, enfin ça ne va pas de soi que je puisse parler du poids du corps. Parce que justement là, enfin, non, ok. Reste la question de où s'applique ce poids. Est-ce que je peux lui attribuer un point d'application? Parce que effectivement, on l'a vu dans ce cas-là. Oh merde, perdu. Là, je peux dire, j'ai une réaction du support sur le corps. Où s'applique cette réaction? Enfin, en fait, elle a lieu en chaque point de contact. Ah, j'arrive pas à trouver le bon angle, excusez-moi. J'essaie d'une autre façon. On a vu, voilà, j'applique une force et suivant où je l'applique, il ne se passe pas la même chose. Ça nous est familier. Là, il va se mettre à tourner, là, dans l'autre côté, là, il va reculer. Donc, dans l'effet d'une force, voilà, dans l'effet d'une force, il n'y a pas juste la valeur de la force, qui est importante, il y a aussi son point d'application, quand on a affaire à un solide comme ça. Donc c'est bien beau, on peut faire la somme de toutes les masses individuelles, tous les poids individuels, on obtient un certain résultat qui se trouve être le poids global, mais chaque corps, enfin chaque constituant a sa propre force qui s'applique là où il est. Est-ce que la résultante, ce poids-là, peut être attribué, enfin est-ce qu'on peut résumer l'ensemble de ces petites forces par une force, qui serait donc celle-là, mais qui s'appliquerait en un endroit donné? Parce que s'appliquer à différents endroits, ce n'est pas la même chose, justement, on vient de le voir. Suivant où j'applique la force, il ne se passe pas la même chose. Alors, en fait, on peut,
Je ne sais pas si on pourra vraiment aller jusqu'à le montrer, mais peut-être. C'est pas compliqué, mais enfin, je ne veux pas introduire trop de formalisme dans ce cours. On peut, et justement, tout se passe comme si, quand vous avez plein de constituants qui a chacun son poids, tout se passe comme si il y avait un poids qui est le poids total et qui s'applique au centre de gravité, justement. D'où le nom centre de gravité. C'est-à-dire c'est le centre auquel la force de gravité, la force de pesanteur, s'applique. Et il se trouve que le centre de gravité, c'est le centre de masse. C'est très simple à montrer, mais il faut une notion qui s'appelle le moment, le moment d'une force, que j'hésite à appliquer tout de suite, mais peut-être je devrais, mais je vais essayer d'éviter. Donc tout se passe comme si le poids s'appliquait au centre de gravité. Donc ça, c'est le poids résultant. Appliqué au centre de gravité. Et le résultat qui se démonte en deux lignes mais il faut introduire une notion que je préfère pour l'instant ne pas introduire. Un théorème en quelque sorte, c'est que le centre de gravité, c'est le centre de masse. Au moins sachez-le, mais vous le savez intuitivement. Vous le savez intuitivement parce que donc, quand vous m'avez dit on peut aller jusqu'au milieu, c'est que si on dépasse le milieu, en fait, le poids résultant sur tous les éléments là s'applique au centre de masse, au centre de gravité qui est le centre de masse, et donc pour un corps homogène qui est au milieu. Et donc le poids, il est là, il tire là. Donc, or, la réaction de la table, elle peut s'exercer que là où il y a contact. La table n'agit pas ici. Donc, vous avez le poids qui tire ici vers le bas, et vous avez la table qui, au mieux, peut pousser vers le haut. Mais peut pousser vers le haut ici. Donc ce qui se passe... Donc ça c'est le support. Changer de couleur, vert sur vert, c'est pas génial. Première position du corps. Vous avez le poids qui s'applique là, au centre, si c'est homogène, au centre de masse qui est le centre de gravité. Et vous avez le support qui en fait a une force là, une force là, une force là. C'est pas forcément la même d'ailleurs, on va voir que c'est pas la même. Mais l'ensemble de toutes ces forces que le support exerce pour empêcher le corps de le traverser, enfin de rentrer dans le support, c'est le principe du support. L'ensemble de ces forces-là va s'additionner aussi en une force vers le haut, qui est la somme de toutes ces forces-là, qui doit s'opposer au poids pour que ça ne bouge pas. Là, c'est le cas. Manifestement, le corps ne bouge pas, donc la somme des forces qui s'exercent sur lui, ça doit être 0, puisque ça. Mais le point important avec le point d'application, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir la même force. Là, je peux avoir une force globale de réaction qui va s'opposer au poids, qui est égale à moins le poids. Mais si jamais la force s'applique quelque part par là, ça va basculer. Si vous avez un corps comme ça et vous lui appliquez une force par là et une force par là, il va tourner. Si le même corps, vous lui appliquez la force par là et la force par là, il va tourner dans l'autre sens.
Vous le sentez. Mathématiquement, il y a la notion de moment qui permet d'exprimer ça très, très simple. Je note juste le nom, si vous tombez dessus ou si vous le cherchez. Le moment d'une force. C'est justement, par définition, sa capacité à faire tourner un corps. Mais c'est un élément vectoriel, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est un peu élaboré à faire tourner. La façon pour que ces deux forces se compensent vraiment, c'est de les appliquer, alors pas forcément au même point, mais en tout cas sur la même ligne. Et encore une fois, la notion de moment permet d'exprimer ça très bien. Si vous tirez par là avec une certaine force et dans la direction opposée avec la même force, il ne va juste rien se passer, la somme des forces sera nulle. Donc, il y a deux choses. Il faut que la somme des forces, j'ai effacé votre mot là, équilibre, pour qu'il y ait l'équilibre, il faut que la somme des forces soit nulle, sinon, par définition, la force imprime un changement de vitesse. Et il faut en plus que les forces ne fassent pas tourner le corps. Il faut qu'elles ne fassent pas bouger, mais qu'elles ne fassent pas tourner non plus, ce qui ferait bouger certaines parties. Je m'aperçois que c'est très difficile de parler de ça sans introduire la notion de moment, mais vraiment, je pense que ce n'est pas approprié de le faire ici. Je préfère rester sur l'intuition que, suivant où s'appliquent les forces, ça peut faire tourner ou pas. Oui ? J'ai une question par rapport à ça, n'a aucun rapport avec ça. Ouais. C'est quoi l'explication physique de quand on lâche une tartine qui sort tourne? Oui. Elle est toujours sur la surface beurrée et pas sur. Est-ce que c'est lié au frottement? Non, alors c'est lié à cette notion de moment. Je vais peut-être être obligé d'introduire le moment. Ok, je garde votre question et je vais y répondre. Je vais être obligé de l'introduire, peut-être pas mathématiquement, mais... Donc, suivant où on applique la force, ou les forces, on peut avoir basculement ou pas, enfin ça peut faire tourner ou pas faire tourner. D'accord ? Et je finis ça, puis je viens à votre question et à la notion de moment que je vais quand même introduire. Pour l'instant, je veux juste raisonner sur votre intuition. Donc, si la résultante des petites forces de réaction qui s'exercent en chaque point de contact était ça basculerait. D'accord ? Parce que, enfin, oubliez le support. Justement, il n'y a plus le support si ça, c'est la résultante. Et donc, ça basculerait comme ça. Vous voyez ou... Ouais. Pourquoi ça ne bascule pas quand je fais ça ? Eh bien, parce qu'en réalité, les forces ici ne sont pas toutes les mêmes en fonction de la position. Je vais le prendre autrement. Si toutes les forces ici, en chaque point, étaient les mêmes, la force de réaction, alors la force résultante, exactement comme pour le centre de masse, ce serait, où on voit que, on a vu, je l'ai dit, je ne l'ai pas démontré, mais ce serait simple à démontrer si on avait la formulation mathématique du moment, la résultante de toutes les masses individuelles, c'est la masse globale, la somme des vecteurs, mais appliquée en un point qui est le centre de gravité, qui est le centre de masse. Ici, la résultante de toutes ces petites forces, parce qu'évidemment, il y a une force en chaque point, en chaque contact. En chaque point, le corps, il ne traverse pas. Donc, il y a une petite force en chaque point. La résultante de toutes ces forces, c'est quoi ? De la même façon, c'est la somme de toutes les forces. Ça, c'est pour... Et après, reste à savoir où ça s'applique. Donc, en fait, la résultante, ça va être exactement comme là, c'est la moyenne du poids, ça va être la moyenne des forces. C'est-à-dire, si j'ai là F1, F2, Fn, j'ai plein de forces, la moyenne des forces, c'est somme
sur I des FI, donc F1 plus F2 plus Fn. Mais ça, c'est la somme des forces, oui, par définition, okay. C'est la somme des forces. Où s'applique-t-elle, cette force? Elle s'applique au point, donc là, si je vais dire ça, il y a le point M1, le point M2, le point Mn. Elle s'applique à l'endroit qui est la moyenne des positions. Donc, ça va être la somme sur I, des RI, des positions de chaque point, exactement comme on l'a fait pour la moyenne, pour le centre de masse. Là, ce n'est pas le centre de masse que je veux, ce n'est pas le centre du poids, je veux le centre des forces. Donc, je vais affecter chaque coefficient, chaque position d'un coefficient qui n'est plus sa masse, mais qui est la valeur de la force. Que je vais noter norme comme ça, de FI. Je vais faire plus simple, je vais mettre FI. Comme elles ont toutes la même direction, je vais noter FI. Divisé par la somme des forces. Vous voyez que ce que j'ai fait pour le poids, je peux le faire pour toutes les forces, à condition qu'elles aient toutes la même direction, mais c'est le cas ici, donc c'est simple. Pour trouver le centre de masse, pour trouver le centre de gravité, en fait, centre de gravité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que c'était à la position qui était la somme des poids. Voilà. C'est-à-dire, je fais la moyenne des poids, quoi. D'accord? Enfin, pardon. Ah, mais c'est pas vrai. Excusez-moi. Non, j'ai fait ça. Ah, excusez-moi. Pourquoi je me... Non, c'est... Oui. Oui, pardon, ça y est, j'y suis. Ce que je voulais faire, c'est ça. J'ai dit que c'était ça, on est d'accord, c'est la moyenne des positions affectées du coefficient masse. En fait, je peux multiplier en haut par G et en bas par G. Quand je dis je fais la somme des masses, le coefficient masse, je pourrais aussi dire c'est le coefficient poids, et je divise par la somme des coefficients poids. Comme c'est le même G en haut et en bas, ça me donne le même point. Voilà pourquoi le centre de masse, c'est le centre de gravité, mais... Bon. Il faudra introduire les moments, je ne le fais pas. De la même façon ici, le point où s'applique la réaction du support, c'est la somme des réactions du support, c'est-à-dire... ouais. C'est pareil. Ouais. Je me sens un peu idiot ce matin, j'arrive pas à clarifier bien les choses. Vous voyez que c'est la même procédure en fait. La réaction du support a pour valeur totale la somme des réactions individuelles, mais pour position, cette réaction va se trouver en fait pondérée par la valeur de la réaction, enfin, par l'amplitude de la réaction. La position, ici, ça va être la moyenne des positions, mais chacune affectée par la réaction en question. Et justement, ces réactions-là vont s'ajuster de façon à donner plus de poids. Les réactions vont être de plus en plus grandes ici quand on s'approche sur le bord. On le sent intuitivement. Si c'était votre main, là, vous voyez bien que là, ça appuie pas beaucoup, et là, ça appuie plus. D'accord? Vous sentez ici que là, c'est-à-dire, ça a envie de basculer par là. C'est-à-dire le mouvement naturel. Et d'ailleurs, quand ça va commencer à décrocher,
quand ça va commencer à décrocher, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez le poids vers le bas. La réaction ici, elle peut s'exercer quelque part par là, mais forcément, elle va s'exercer à gauche du poids. Au pire, elle va s'exercer au ras là, et ça va basculer. En tout cas, ça va basculer comme ça, et donc ça a envie de pousser là-dedans, et là, au contraire, ça va décoller. Et donc, au moment du basculement, il n'y aura même plus de contact ici. Il sera posé, mais il sera en train de décoller. Donc, la force ici de contact va être plus faible que là. Ça a envie justement. Le corps, là, il a envie de basculer comme ça. Donc, il vient appuyer plus là. Donc, il faut lutter plus à l'enfoncement ici que là. Ici, ça n'a pas tellement envie de rentrer par là. Ça a surtout envie de rentrer là. Vous le sentez intuitivement? J'essaye juste... Ok. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ici, le support exerce une force vers le haut plus grande que là, et de plus en plus petite par là. Et donc, si maintenant vous faites la moyenne des positions, géométriquement, ce serait le milieu, évidemment. Mais si vous affectez chaque position du coefficient correspondant à la force en question, vous voyez que vous allez tirer le centre. Ce n'est pas le centre de gravité, qui est le centre de réaction. Vous allez le tirer vers la droite. De telle sorte qu'il va se retrouver très exactement là, au-dessus du poids. Au-dessus du point d'application du poids, au-dessus du centre de gravité. Et donc voilà ce qu'on va avoir, tant que ça ne bascule pas, parce qu'à ce moment-là, vous avez une force vers le bas, une force vers le haut, mais qui s'exerce suivant le même axe, et là, ça ne peut pas faire basculer. Et c'est ça qui se passe ici. Ce que vous avez là, vous avez le poids qui tire par le centre de masse, qui est ici le milieu, et vous avez la réaction du support qui s'est ajustée. Il y a plein de petites réactions, mais la résultante de toutes ces petites réactions se trouve exactement opposée au poids, c'est-à-dire s'exerce suivant le même axe que le poids. Et donc, non seulement ça ne tombe pas, mais ça ne bascule pas non plus. Vous voyez? Ouais. J'ai l'impression d'être pas clair, mais... Sauf que là, on parle quand on parle des moyennes, c'est juste un artifice, entre guillemets. Parce que ce qui existe dans la réalité, c'est pas des moyennes, c'est justement les interactions. Ouais. Oui. Donc quand on essaie de situer une force, c'est... Oui, c'est artificiel. Oui. Donc en fait, c'est ça. Donc il faudrait montrer, peut-être on va le faire quand même, que la résultante, qu'on peut ramener toutes ces forces, effectivement, toutes ces forces distribuées dans l'espace, en une force qui s'exerce en un point. Et ça, alors c'est le cas, on le peut pour un corps solide, justement parce qu'il est solide et que de toute façon, il va avoir un mouvement solidaire. C'est vrai que ce n'est pas du tout trivial qu'on puisse ramener toutes les forces à une. C'était mon point initial, je voulais vous montrer qu'on a cette idée que le poids, dans le cas du poids, on parle du poids d'un corps, alors qu'en fait c'est le poids de tous ses constituants, et on fait comme si un corps était pesant par lui-même. Non. Quand on dit qu'un corps, une balle, un effaceur, une craie, est soumise à son poids, ça ne veut rien dire, parce que la craie elle-même n'existe pas en fait. Hein, c'est comme ça qu'on a démarré, c'est que on arrive à parler, à faire de la physique à l'échelle macroscopique, alors que en fait, les interactions fondamentales ne s'exercent pas sur des corps macroscopiques qui sont inconnus de la physique. La physique ne sait pas qu'il y a une craie et que le monde, la nature ne sait pas qu'il y a une craie et que le fait que ce soit une craie que je considère comme craie globale fait que des forces spécifiques vont s'exercer sur elle. En fait, donc c'est cette intuition réductionniste, on appelle le réductionniste,
C'est-à-dire que ce qui se passe justement à notre échelle peut se réduire à ce qui se passe à des échelles fondamentales, et en fait, rien n'apparaît du fait que je considère cette craie comme étant une craie globale, comme un corps en lui-même, rien n'apparaît dans la réalité physique du fait que je le considère comme un corps global, en fait. Le comportement de cet objet que moi je considère comme global, mais c'est une abstraction, j'abstrais cette craie de la réalité, mais rien dans ce qui va se passer ne peut être lié au fait que je la considère comme un système et pas le système constitué de tous ses constituants. Ou je peux aussi associer ces deux craies ensemble comme un système. Je peux considérer le système formé des deux craies. Rien ne m'en empêche. Et rien ne va changer dans le destin des choses. Et donc, il y a quelque chose de potentiellement dangereux quand on s'intéresse aux lois de la nature, à étudier le comportement de corps globaux comme s'ils étaient des entités du monde. Non, ce sont des résultantes, enfin, c'est moi qui les abstrais, c'est moi qui circonscris le monde autour d'eux, et d'ailleurs, si je regarde à l'échelle microscopique, on sait bien que ce corps que j'appelle corps bien identifié, en fait, il y a des molécules de l'air qui viennent de temps en temps se poser dessus, ça s'évapore un peu. Enfin, est-ce que c'est un corps? C'est un corps. En fait, voilà, je le considère comme un corps, parce qu'à mon échelle, ça a un sens, et il y a une certaine cohérence, etc. Mais en réalité, il est presque miraculeux que je puisse faire la physique de ce corps sans avoir à... alors que ce corps n'est pas concerné en tant que corps par la physique. Ses constituants le sont. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et c'est vrai que, jusqu'à preuve du contraire, on est parvenu à ramener le comportement de n'importe quel corps à notre échelle, enfin en tout cas à les comprendre comme conséquence de ce qui se passe à petite échelle. À petite échelle, ça veut dire quoi en plus? En tout cas, à une échelle élémentaire. Mais le fait qu'il puisse exister une échelle élémentaire, c'est-à-dire des éléments du monde sur lesquels portent fondamentalement les lois, n'est pas quelque chose de tout à fait évident. Et d'ailleurs, quand on va vraiment au fond, qu'on arrive, en tout cas au fond de ce qui est connu aujourd'hui, quand on est sur la physique quantique, on arrive sur une notion de champ qui n'est plus découpable justement en éléments de la réalité. Le champ est continu, qu'on soit en tout cas, et la notion de particule disparaît. Alors qu'effectivement, dans l'approche classique, on cherche à ramener le comportement d'un corps global au comportement de ses constituants, et on a l'idée sous-jacente que ces constituants, ils sont de même type, mais plus petits, quoi. Et c'est ça qui conduit au concept absolument central de la physique newtonienne, qui est le concept de point matériel, qui nous est intuitif, mais qui est extrêmement problématique, qui se trouve d'ailleurs n'avoir pas de sens in fine. Et ce concept de point matériel, en fait, je l'ai utilisé depuis le début, en particulier quand j'ai parlé du poids de chacun des constituants, ou quand j'ai écrit ça, j'ai dit le constituant numéro I qui se trouve à la position RI et qui a la masse MI, c'est-à-dire j'attribue une masse en un point. Ça nous est intuitif parce qu'on a tous pris un bout de pain et on en a fait des miettes. Et donc on sait qu'on peut effectivement subdiviser un corps. Et se pose la question depuis toujours, jusqu'où, hein? Les atomistes ne sont pas nés au 19e siècle quand on a
découvert le rôle des atomes et des compositions, des combinaisons d'atomes dans la chimie. Vous remontez à Démocrite, mais vous pouvez remonter probablement bien plus loin que ça. Oui, l'écureuil qui casse sa noisette et qui en fait de la poudre, il voit bien, en général, il la mange, il la gobe direct, je ne sais pas, mais en tout cas, il voit bien qu'il y a des morceaux. Un corps, on peut le découper. Et puis, on peut en faire encore plus petit, puis à un moment, on ne le voit plus, mais on se dit bien qu'il y a encore quelque chose, justement. Et donc, que ce processus est une fin ou non, quelque part, est-ce que ça change quelque chose? On sent bien qu'il y a un sens à parler de constituant d'un corps, parce qu'on sait décomposer un corps, au moins jusqu'à un certain point. Donc, il y a cette idée sous-jacente qu'effectivement, le monde peut être amené à une échelle plus élémentaire. Jusqu'où donc, en physique classique, en physique newtonienne, on introduit cette notion qui n'est pas nécessairement conçue comme une réalité, une vérité de la réalité physique, mais qui est conçue comme une limite. On décompose un corps en petits éléments qui, évidemment, ont encore une masse, puisque la masse globale, ça va être la somme de toutes les masses. Donc, les constituants doivent bien avoir une masse. Aussi bas que vous allez dans la décomposition, la masse sera de plus en plus petite. Mais donc, l'idée, c'est de s'arrêter à un moment quelque part, et une fois qu'on a subdivisé en petits bouts, tellement petits qu'on s'en fiche qu'ils soient encore eux-mêmes subdivisés ou pas, donc on peut être atomiste en disant, il y a un moment, on arrive au bout, ok, ou pas, ou penser qu'il y a vraiment un continuum, etc. Mais qu'est-ce que ça change? À un moment, je peux considérer des petits bouts, suffisamment petits pour qu'à mon échelle, il soit quasi ponctuel. Donc le quasi, on l'oublie, on dit, bon, ok, on va dire que c'est ponctuel et on leur attribue une masse quand même. Donc c'est une façon assez naturelle de se débarrasser de ce problème philosophique dont on pressent qu'il n'a pas de conséquences pratiques sur ce qui se passe. Après tout, qu'un micro-machin soit décomposable ou pas, s'il a la même masse et qu'il a les mêmes liens avec ce qu'il y a autour, enfin, qu'est-ce que ça change? Donc, c'est assez naturel, finalement, de se dire, bon, on est en train d'explorer le monde, je vais introduire cette notion-là, dont je sais qu'elle est une notion limite, mais dont je fais l'hypothèse que, en m'arrêtant quelque part suffisamment bas, je ne vais pas changer la résultante globale de ce qui se passe. Et c'est une bonne idée, c'est une bonne hypothèse, c'est une idée naturelle, et ça marche très très bien. Donc, on arrive effectivement à cette notion de point matériel avec des corps localisés, donc ponctuels, mais ayant quand même une masse, ce qui est très étrange quand on y pense. Et Newton ne peut pas ignorer que cette notion, elle n'a pas grand sens. Et quand aujourd'hui on entend dire « Ah, mais la physique quantique, elle introduit des choses, c'est compliqué à concevoir », c'est bien plus simple de concevoir. La notion de point matériel n'a pas de sens, évidemment. Mais ça n'empêche pas de travailler avec. Donc, oui. Donc vous disiez, justement, vous posiez cette question importante, c'est comment ça se fait qu'on peut ramener plein de forces à une force? Et on le peut pour un solide. Avant de poser comment ça se fait qu'on peut, la première question qui est celle que vous avez réellement posée, c'est est-ce qu'on peut? C'est-à-dire, effectivement. Et donc j'ai répondu depuis le début que oui, on peut ramener un système de force à une force appliquée en un point, en tout cas pour des forces parallèles, donc sinon au minimum 3 forces appliquées en 3 points dans un espace à 3D. Est-ce que je peux justifier ça d'une façon relativement simple? Le problème, c'est que j'ai besoin, pour le justifier, de faire appel à la cohésion du corps.
je vais faire sans le démontrer. Je vais vous faire observer une chose. Je pense que ce n'est pas utile que j'aille dans une démonstration mathématique et que vous oublierez rapidement. J'essaye vraiment de faire sortir les points clés. Un des points clés, c'est que pour un solide, les mouvements sont extrêmement contraints. Contraints par quelque chose qu'on appelle l'équiprojectivité des vitesses. J'hésite à rentrer dans ça. Je ne vais pas être trop précis. Je vais vous donner les résultats. Je pense que ça suffira. Si vous voulez, tout peut se démontrer à votre niveau, mais simplement, ça prend un peu plus de temps. Après, il faut qu'on fasse des choix. Je veux dire, il n'y a pas de choses élaborées, ni mathématiques, mais néanmoins. Donc, les mouvements sont très contraints. On le comprend par la définition même du solide. Vous ne pouvez pas avoir pour le mouvement global de ce solide, donc rappelez-vous la définition, c'est que la distance entre deux points reste constante. Il n'est pas possible que ce point-là, ce constituant-là, aille par là, et celui-là par là. Que ça, ce soit la vitesse à un instant donné du point 1 ici, et que le point 2 ici ait une vitesse V2 par là. On le comprend bien. Si c'était le cas, la distance entre ces deux points, elle varierait. Puisque si lui va par là et lui par là, à l'instant suivant, ils sont quelque part comme ça, et leur distance entre eux a augmenté. Et donc, ce n'est pas un solide. Donc, si c'est un solide, je ne sais pas comment un solide est solide. Il y a des liaisons entre les constituants qui font qu'ils restent solidaires, leur distance ne varie pas. En première approximation, voilà. Donc, j'ai un solide. Le fait que ce soit un solide fait qu'il y a tout un tas de mouvements, de mouvements des points individuels qui sont complètement impossibles. Ça, c'est impossible. D'accord ? Ce point-là ne peut pas aller par là et celui-là par là, sinon leur distance augmenterait. D'accord ? Donc, si c'est un solide, cette distribution des vitesses là, au sein du corps est impossible. On pourrait se demander, est-ce qu'il y a des mouvements possibles alors du coup en fait? Parce que, dès qu'il y a un point qui bouge, si ce point-là bouge, si les autres ne bougent pas, la distance va augmenter. Donc ce ne sera pas un solide. Donc si ce point-là bouge, les autres doivent bouger aussi. Alors, est-ce que c'est même possible en fait? Alors oui, il y a une possibilité très simple pour que ce corps bouge. Pour que ce point-là du corps bouge tout en laissant le corps solide, c'est qu'en fait, tous les points bougent de la même façon. Si ce point-là aussi fait ça, celui-là aussi... J'essaie de faire le même vecteur, c'est raté. Si tous les points ont le même vecteur vitesse, V1, V2, V3, enfin, si tous les VI sont égaux, eh bien, chaque point bouge, mais justement, comme c'est à la même vitesse, ils gardent des distances les uns par rapport aux autres qui est constant. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement de translation. Tous les points du corps ont la même vitesse à un instant donné. Je vais appeler ça translation instantanée. Vous allez voir pourquoi. La raison, c'est que donc voilà ce corps, il est solide, je le déplace, voilà par exemple, ça c'est un mouvement de translation. Et effectivement, je n'ai pas modifié la distance entre aucun des points quand j'ai fait ça. Si je fais ça, c'est à nouveau un mouvement de translation instantané.
À chaque moment, tous les points vont dans la même direction. Cette direction varie au cours du temps. Là, elle est en train d'aller par là, puis là, il va par là. Mais ça a l'air d'être une rotation. Ce n'est pas du tout une rotation, ça. Ça, c'est un mouvement de translation, de directions différentes à chaque instant. Mais à chaque instant, la vitesse des points, la vitesse instantanée des points est la même. Et donc, ce corps ne se déforme pas. Et donc ça, c'est un mouvement possible, le mouvement de translation. On aurait presque l'impression, en regardant ça, qu'en fait, c'est la seule façon de faire. C'est la seule façon de ne pas avoir de déformation du corps. En fait, vous connaissez tous une autre façon, c'est ça. Là, si je fais tourner ce corps comme ça, mettons par exemple autour de son centre ou autour de pas son centre, autour de ça, j'en sais rien, pourquoi pas. Il y a moyen alors, si je fais ça, ce point-là, donc je le fais tourner autour d'ici. Ce point-là, il va aller par là. Ce point-là, il va aller par là. Ce point-là, il va aller par là. Donc vous voyez, vous avez des vitesses très différentes, des directions même différentes. Mais néanmoins, le corps va garder sa cohésion. Aucune distance entre deux points quelconques ne va changer au cours de ce mouvement. Donc ce mouvement de rotation, on le connaît bien, il est naturel. On peut faire tourner un solide sur lui-même ou autour de quelque chose qui est autour d'un point qui est dans le corps, comme là, ou un point qui est hors du corps, comme là. Donc là, ça tourne. Et là, vous voyez que contrairement à la translation où la vitesse à chaque instant de chaque point est la même, là, vous voyez que ce point va vers le haut, ce point va vers le bas. Ce point ici aussi va vers le bas, mais il y va moins vite. D'accord? Parce que sur un tour complet, quel que soit le temps que ça prend, dans ce tour complet, ce corps aura fait moins de chemin, enfin ce point, ce constituant élémentaire aura fait moins de chemin que celui-là. Et celui-là encore moins. Et puis ce point-là, en fait, il n'aura même pas bougé. Le centre de rotation ne bouge pas. Et plus on s'éloigne du centre, plus on tourne vite. Donc la vitesse ici augmente proportionnellement à la distance, en fait. Et puis quant à la direction, elle est toujours orthogonale à la ligne qui relie le centre et le point. Est-ce que vous voyez ça? Puisqu'en fait, chaque point autour d'un centre, dans le mouvement de rotation, chaque point décrit un cercle. Et donc, à chaque instant, sa direction, c'est tangente au cercle, c'est orthogonal au rayon, en fait. Donc, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un champ de vitesse, c'est-à-dire une vitesse attribuée à chaque point, qui est très particulier. Dans un mouvement de rotation, chaque point décrit un cercle, en tout cas à un instant donné. Après, vous pouvez commencer à tourner, puis après le déplacer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la caractérisation du mouvement à un instant donné, c'est que chaque point a une vitesse dans une certaine direction qui est orthogonale à la ligne qui relie ce point au centre de rotation, qu'on appelle le centre instantané de rotation, parce que l'instant suivant, ça peut tourner d'une autre façon ou pas tourner, etc. Mais à chaque instant, vous pouvez avoir un mouvement de rotation instantanée. Donc ça, c'est la translation instantanée, et ça, c'est la rotation instantanée. À chaque instant, tous les points ont la même vitesse, c'est une translation. À chaque instant, tous les points sont en train de tourner autour d'un centre, c'est la rotation. Eh bien, il est remarquable, et ça se démontre en une ligne quand on fait, en deux lignes, en introduisant un tout petit peu de calcul vectoriel, c'est pas la peine qu'on le fasse, croyez-moi sur parole, dans un plan, donc si vous avez un corps qui se déplace à deux dimensions, un corps solide qui se déplace à deux dimensions, ce sont les deux seuls mouvements possibles. Il n'y a absolument rien d'autre, aucune autre distribution des vitesses au sein du corps qui permette au corps d'être solide. Donc un corps solide ne peut à chaque instant être que soit en translation, soit en rotation autour d'un certain centre. Encore une fois, le mouvement peut évoluer dans le temps, il peut être en rotation à un moment, en translation à un autre, mais à chaque instant, soit tous les points, tous les constituants ont la même vitesse, c'est donc une translation,
la même vitesse en norme et en direction, soit la distribution des vitesses au sein du corps est exactement la distribution de vitesse d'une rotation. C'est un fait mathématique, c'est rien à voir avec la physique. Si vous faites l'hypothèse que le corps est solide, que les distances ne changent pas, alors voilà. Donc après, comment un corps peut-il être solide? Justement par les liaisons internes qu'il y a dans le corps qui empêchent que si voilà, en gros vous avez des ressorts colossaux entre chaque point, si vous tirez un peu, non, vous ne pouvez pas. Donc voilà, c'est ça. Enfin, physiquement, c'est réalisé d'une certaine façon. À notre échelle, c'est tout à fait raisonnable de dire que les corps sont solides, enfin que certains corps sont solides. La physique se débrouille, les constituants se débrouillent pour assurer ça. Mais dès lors qu'il est pertinent de parler de corps solides à notre échelle, ces mouvements ne peuvent être que, à chaque instant, que soit une translation, soit une rotation, si vous êtes en tout cas à 2 dimensions. Alors, juste, j'attire votre attention sur l'idée que, parce que bien sûr, vous pouvez dire, vous pouvez composer ces mouvements, mais si tout en glissant comme ça, donc ça c'est une translation, c'est peut-être l'heure, non? Oh là, ça fait déjà 2 heures, oh merde. Bon, on va s'arrêter, on va faire une pause quand même. Juste, il faut me dire, vous pourriez dire, mais, donc là je suis en translation, et puis là je suis en rotation. Et puis on dire, mais si je fais ça, c'est un autre truc là quand même. Si je fais ça, je suis en translation et en rotation. Alors en fait, non. À chaque instant, il y a ça là, à chaque instant, le corps est en train de tourner autour d'un certain point. Et si vous avez déjà fait du vélo, vous savez que vous avez, je fais un vélo à 1 roue, donc enfin, un vélo comme ça, à 2 roues si vous voulez. Mais enfin, il n'est pas solide, justement. Enfin, la roue est solide, le cadre est solide, mais l'ensemble, il y a des mouvements relatifs. Donc, je prends 1 roue. Si je la fais, donc, elle va tourner sur elle-même tout en se déplaçant comme ça. Donc, elle glisse là, comme ça. Enfin, l'instant d'après, elle est là. Cette composition de mouvement, en fait, à chaque instant, vous avez en fait la roue qui est en train de basculer autour de ce point-là. C'est-à-dire que vous avez le centre qui fait ça, cette partie de la roue fait ça, cette partie de la roue est en train d'aller par là. En fait, tout est en train de basculer autour de ce point-là, qui lui est fixe sur le sol. Donc ça, c'est le point fixe. Et en fait, quand vous avez une roue qui roule comme ça, en fait, enfin, si elle ne glisse pas, elle est en train, en fait, à chaque instant, elle est en train de tourner autour de ce point-là. Bref, donc dans le plan, ce sont les 2 seuls mouvements possibles pour un solide, translation ou rotation. Dans l'espace, à 3D, il y a un mouvement supplémentaire qui n'est pas décrit par ça. C'est le cas où le corps tourne tout en glissant dans un axe qui lui est perpendiculaire. Donc c'est le mouvement hélicoïdal. C'est un 3e mouvement possible. Donc ce sont les seuls mouvements possibles d'un corps solide dans l'espace. Rotation ou translation ou combinaison des deux, enfin, dans le même plan, combinaison de rotation et translation, c'est une rotation, mais à 3D, vous pouvez avoir un mouvement hélicoïdal. Ce sont les seuls mouvements possibles. Alors pourquoi je disais ça? Parce que du coup, en fait, ce que vous voyez, c'est que ce qui peut arriver à un corps, c'est uniquement d'être en translation globale, donc comme s'il y avait une force, enfin, la même force qui s'applique à tous les points, en fait. Ça veut dire, puisque chaque point est soumis, enfin, chaque point a un mouvement qui dépend de sa force. Si ils ont tous la même vitesse, enfin, toute la même direction de vitesse, c'est la même force, du coup, qui s'exerce. Enfin, on peut se ramener à la même... Enfin, oui, chaque corps, effectivement, subit la même force, puisqu'il a le même mouvement. D'accord ? Donc, ça, c'est un premier cas. Donc, voilà. Et l'autre possibilité donc, de mouvement, c'est une rotation. Et cette rotation, justement, en fait, vous pouvez décrire cette rotation à partir de simplement 2 forces. Une rotation autour d'un point, une force dans un sens, une force dans l'autre, qui forme ce qu'on appelle un couple.
Un couple de forces, par définition, ce sont deux forces opposées, c'est-à-dire que la somme des forces fait 0, mais qui ne s'appliquent pas au même endroit. Si elles s'appliquent au même endroit, du coup, il ne se passe rien. Si elles ne s'appliquent pas au même endroit, pour un corps solide, vous voyez ici que ça fait tourner, en fait. Enfin, vous le sentez, deux forces comme ça fait tourner par là. Si je mettais les forces dans l'autre sens, ça ferait tourner dans l'autre sens. Donc le point d'application joue un rôle. Bon, eh bien, pour répondre sans démonstration à votre question, la raison pour laquelle il est possible de traduire tout système de force sur un solide en une force qui s'applique en fait au mieux, là, vous allez me dire, là ça va faire deux forces, ça fait deux. Je vous l'ai dit, aïe, 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 aïe. Ah, c'est dur. Vous pouvez ramener les systèmes de force à une force. On va prendre des forces dans une direction donnée. Vous pouvez les ramener à une... Ah, non, non, non. Oui, si. Non. Vous pouvez, je vais le dire comme ça, vous pouvez résumer un système de force en une force qui s'applique en un point, potentiellement plusieurs, mais... merde, excusez-moi. J'ai du mal aujourd'hui avec la pédagogie, j'ai l'impression que je ne suis pas clair. Je ne suis pas clair, c'est sûr. Vous pouvez ramener... Vous pouvez ramener un système de force à une force en un point parce qu'en fait, in fine, les effets des forces, c'est juste imprimer une translation ou imprimer une rotation parce qu'il n'y a pas d'autre mouvement possible pour un solide. Pour que la démonstration soit correcte, il faudrait introduire des choses que je ne veux pas introduire là parce que ce serait encore pire. Mais enfin, voilà, l'essence des choses, c'est que un solide ne peut avoir que deux types de mouvements donnés, une translation ou une rotation ou une combinaison des deux. Et ça reste vrai même à 3D. Donc une translation ou rotation ou combinaison des deux. Or, pour faire tourner un corps, il suffit d'un couple comme ça, et pour le faire mettre en translation, il suffit d'une force, mais qui soit la même pour tout le monde, mais du coup, vous pouvez l'appliquer en n'importe quel point, cette force. Donc en fait, tout système de force peut se ramener à une force globale et un couple, qu'on appelle le torseur des forces, mais justement, je ne veux pas rentrer là-dedans, et c'est difficile, je m'aperçois que c'est plus difficile que je ne le croyais, sans doute je m'y suis très mal pris. Un couple qui est justement une capacité à faire tourner, je vais le noter gamma quand même, donc ça c'est une force résultante. Et ça, c'est un couple résultant. Vous avez dû entendre parler d'un couple moteur ou un couple résistant dans les moteurs justement à rotation. Donc, ce couple, c'est la résultante qui fait tourner, et la force résultante, c'est la force qui imprime une translation. Et donc, comme ce sont les seuls mouvements possibles, vous pouvez ramener tout système de force, quel qu'il soit, en une force qui s'applique en un endroit et un couple et un couple dans une certaine direction, c'est-à-dire qui fait tourner autour d'un certain axe. Ça, c'est un résultat mathématique que je n'ai pas trop le choix que vous demandez d'admettre. Mais j'espère quand même vous l'avoir fait un tout petit peu sentir. Et donc, dans le cas du corps sur un support, je peux ramener le poids à une force qui s'exerce au centre de masse, et la réaction du support, je la ramène à une force
qui s'exerce en un certain endroit, qui est du coup la moyenne pondérée des forces, et si elle peut s'opposer au poids, le couple résultant devient 0, donc il n'y a rien qui le fait tourner, donc il ne va pas tourner, et par ailleurs la somme des forces est nulle, donc il ne va pas se déplacer. Il n'y aura ni translation ni rotation. Mais une fois que j'arrive au bord, enfin que je dépasse le milieu justement, le point s'applique ici, au centre de masse, et la réaction du support, au pire, s'applique ici. Donc elle peut en norme être opposée au poids, d'accord? Mais même si elle est opposée au poids, elle ne peut pas être alignée sur le poids. Donc le couple résultant ne sera pas nul et ça va commencer à basculer. Parce qu'au pire, elle va être ici. Et effectivement, du coup, ça va commencer à basculer là. Donc voilà. Donc la condition pour que le corps ne bascule pas, c'est que son centre de masse soit au-dessus du support. Et on le sait bien, en fait, intuitivement. Si je rajoute cette masse-là, c'est bon, j'ai ramené le centre de masse au-dessus du support, et donc le support peut s'y opposer, pas juste en norme, mais aussi du point de vue du couple, du point de vue de cette capacité de rotation. Bon, tout ça pour ça. On fait une petite pause quand même, et on reprend après. J'ai pas été très clair ce matin. Bon, désolé.